GLQ 1100, Géologie générale, cours 1, Introduction, module 2, le système solaire. Bonjour. On a vu précédemment que le Big Bang avait produit un nuage formé d'atomes d'hydrogène, d'hélium, de beryllium et de lithium. On avait appelé ça la nébuleuse primitive. Les turbulences dans ce nuage en expansion ont créé des zones de plus grande densité qui sont devenues des points d'attraction gravitationnelle pour la matière environnante. La matière qui se concentre fait augmenter la température, la pression, et quand ces points d'attraction sont assez massifs, une réaction de fusion nucléaire s'amorce et on assiste à la naissance d'une étoile. On pense que les premières étoiles sont apparues moins de 1 million d'années après le début de l'expansion de l'univers. Pendant les milliards d'années qui ont suivi, les explosions de supernovas ont lancé dans l'espace leurs produits de fusion nucléaire et l'univers s'est progressivement enrichi en éléments plus lourds que le lithium. Quand vint le moment de l'effondrement de la nébuleuse à l'origine de notre propre système solaire, tous les éléments chimiques présents sur Terre étaient déjà présents dans cette nébuleuse. Allons maintenant dans les notes de cours. Sur ce premier graphique, on a la chronologie des événements. Donc, l'expansion de l'univers, ça commence à 13,8 milliards d'années. Les milliards d'années se succèdent. On a des étoiles qui commencent leur existence, des supergéantes, des supernovas qui explosent. L'univers s'enrichit progressivement en éléments plus lourds que le lithium. Et quand on arrive un peu passé 5 milliards d'années, ici, regardez, on a éclaté le temps entre 4,7 et 4,3 milliards d'années. C'est le début de l'effondrement de la nébuleuse protosolaire. On place ça ici, là, début de l'effondrement de la nébuleuse protosolaire. Ça a pris un certain temps avant que la matière soit assez dense pour que le Soleil s'allume. Et la suite des événements, eh bien, ça va être l'organisation des planètes là, qui gravitent autour de notre Soleil. Les plus vieux matériaux datés dans notre système solaire ont l'âge de 4,568 milliards d'années. Ça correspond plus ou moins à l'âge de notre Soleil. La Terre elle-même, on place ça environ à 4,4 milliards d'années. Et les roches les plus anciennes trouvées sur Terre à ce jour, qui soit dit en passant ont été trouvées au Québec, ont un âge de 4,38 milliards, donc à peine 200 millions après le début de l'existence de notre planète Terre. Allons voir les différents objets qu'on retrouve dans notre système solaire, en commençant par le Soleil. Bon, on se place ici pour bien voir le Soleil. Bon, eh bien, le Soleil, ça a rassemblé environ 99,8% de la nébuleuse protosolaire. La suite de l'histoire pour notre Soleil, comme c'est une étoile de taille moyenne, on pense que ça devrait terminer son existence sous forme de géante rouge. Et là, bien, donc le rayon va progressivement augmenter. Et on pense que le rayon pourrait être à la fin multiplié par 100, ce qui veut dire que progressivement, au cours des milliards d'années qui vont suivre, les planètes Mercure, Vénus, Terre et peut-être même Mars vont se faire englober par ce Soleil qui va grossir de plus en plus. Qu'est-ce qu'on sait de la constitution du Soleil? Eh bien, comme ça fait de la fusion nucléaire, eh bien, c'est dans le noyau que ça se passe. Hein, pour avoir les températures et les pressions requises pour la fusion nucléaire, eh bien, c'est vraiment au centre du Soleil que ça se passe. Et là, bien, évidemment, c'est enrobé de couches, là. La couche qui recouvre le noyau où se produit la fusion, on a appelé ça une couche radiative, parce que ça ne fait que transmettre l'énergie qui est produite dans le noyau.
La couche externe, on appelle ça une couche convective parce qu'il se produit des mouvements de convection. On le voit quand on observe la surface du Soleil. Le Soleil, vu au télescope, c'est un objet très grumeleux. Eh bien, c'est autant de petites cellules de convection là, qui déforment la surface du Soleil. Il y a une atmosphère terrestre là. Et la dernière chose qu'on va dire sur le Soleil, ça avait été observé depuis l'invention du télescope par Galilée. On voit des taches. Bon, ces taches-là, ça a pris un certain temps avant qu'on comprenne leur nature. Mais on en parle ici parce qu'on a trouvé une connexion entre l'abondance des taches sur le Soleil et le climat sur Terre. Et on va en reparler dans un prochain chapitre dans lequel on va parler des variations climatiques. Maintenant, allons parler du 0,2% de matière qui gravite autour du Soleil. C'est essentiellement les planètes et les autres objets un peu plus petits. Voici la liste des planètes de notre système solaire. Autrefois, il y en avait 9 et maintenant, c'est tombé à 8. Et pourquoi ça a changé comme ça? C'est la planète Pluton qui a disparu. C'est vers 2006, on a décidé de redéfinir le mot planète. Aujourd'hui, pour qu'un objet de notre système solaire puisse porter le nom de planète, il faut remplir les 3 conditions suivantes. Il faut que l'objet ait une masse suffisante pour qu'il se forme en boule. Deuxième condition, cet objet-là doit être en orbite autour d'une étoile. Donc, à l'intérieur de notre propre système solaire, on a la Lune qui est formée en boule, mais elle tourne autour de la Terre, elle ne tourne pas autour du Soleil. Donc, la Lune ne peut pas aspirer à avoir un statut de planète. Et la dernière condition, la planète doit avoir attiré, pour que ça s'appelle une planète, c'est-à-dire ça doit avoir attiré et assimilé tous les autres objets qui gravitent sur la même orbite. Quand on parle de la Terre, eh bien, à la distance qu'on est de Terre-Soleil, il n'y a que la Terre qui gravite à cette distance-là du Soleil. Tous les autres objets ont été ramassés par la planète qui s'appelle la planète Terre. C'est la même chose pour Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cependant, Pluton est dans une orbite encombrée. Il y a plein d'autres objets à la même distance solaire que Pluton. Et là, bien, c'est ce qui a fait mal à Pluton. Pluton a été reclassé dans une autre catégorie qu'on appelle les planètes naines. Les planètes naines, eh bien, c'est une catégorie qui a été créée en 2006, comme on dit ici. Et c'est simplement dû au développement de l'astronomie. On s'est mis à trouver de plus en plus d'objets sphériques qui gravitent autour du Soleil. Si on n'avait pas rien fait, là, on aurait environ une quarantaine de noms de planètes à apprendre aujourd'hui. Et là, bien, on a décidé de créer cette nouvelle catégorie-là pour restreindre le nombre de planètes. Et là, ben, les 4 premières planètes naines qui ont été identifiées, c'était Pluton, qui a, comme on avait dit, perdu son statut de planète, et Eris, Makemaker, Omé, Cérès sont des objets sphériques, mais qui gravitent dans une orbite encombrée. Quand les objets sont plus petits, ces objets-là demeurent informes. Et là, on va parler d'astéroïdes. Donc, on parle d'agglomérats informes. C'est de la matière rocheuse la plupart du temps. Et là, ben, évidemment, quand ces objets-là qui gravitent autour du Soleil approchent, par exemple, de la Terre, eh bien, ça devient des météorites, là. Hein, ces objets-là vont s'allumer au contact de l'atmosphère terrestre, là. Et là, bien, qu'est-ce qu'on peut dire de ces astéroïdes-là? On divise ça en 2 catégories. Il y a 2 types d'astéroïdes que l'on connaît dans notre système solaire.
Il y a les achondrites et les chondrites. Commençons par les chondrites. Les chondrites, ce sont des objets composés principalement de silicates, fer et magnésium principalement, et de métaux, fer et nickel à l'état métallique. Ces objets-là ont la particularité de n'avoir jamais été différenciés par fusion. Ça n'a jamais été fondu, ça n'a jamais été séparé par fusion, et leur composition est la même celle qui prévalait au début de l'existence de notre propre système solaire. En géologie, on utilise la composition chimique des chondrites comme référence pour l'étude des roches. Quand on regarde un granit et qu'on se pose la question sur sa composition en silice, aluminium, fer, oxygène et tout, avec quoi qu'on compare ça? Eh bien, avec la composition initiale des matériaux rocheux, celle des chondrites. Pour les achondrites, eh bien, ce sont des objets rocheux, mais qui ont connu une différenciation au cours de leur existence. On pense que c'est une planète qui s'est formée, et là, bien, cette planète-là comprenait une croûte, un manteau et un noyau. Et là, bien, les achondrites qui tombent sur Terre, certaines sont essentiellement métalliques. Eh bien, c'est un fragment de noyau d'une planète qui aurait existé entre Mars et Jupiter. D'autres fragments ont une composition semblable à celle du manteau terrestre. Et d'autres fragments ont une composition qui rappelle plutôt la composition de notre croûte terrestre. Eh bien, ces objets-là différenciés, on appelle ça des achondrites. Un dernier objet qu'on a dans le système solaire, mais qui a perdu beaucoup en importance, ce sont les comètes. Les comètes, c'est un objet qui est visuellement spectaculaire, mais maintenant qu'on en a sondé quelques-unes, eh bien, on s'est rendu compte que c'était tout simplement des chondrites, d'une certaine façon, qui contiennent des volatiles, et quand ça approche le Soleil, eh bien, les volatiles s'évaporent, et ça va laisser une trace lumineuse en arrière de cet objet-là. Donc, c'est spectaculaire, mais finalement, ce n'est pas un objet en soi. On pourrait dire d'une certaine façon que c'est une variété de chondrites. On va s'arrêter ici pour le module 2.